Encore avec nous pour cette deuxième et dernière journée de cette deuxième édition de l'Africa Place Marketing, un événement donc organisé par Casablanca Events et Animation pour réfléchir et échanger ensemble autour du marketing digital, marketing territorial, excusez-moi, les deux sont dans l'air du temps, le marketing territorial, ses enjeux, objectifs, mais aussi ses facteurs clés de succès. Je vous rappelle que cette deuxième édition de l'Africa Place Marketing est organisée en mode hybride, à la fois en présentiel, mais aussi accessible sur le digital. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur la plateforme de streaming dédiée, mais aussi sur les pages Instagram, ainsi que Facebook, sans oublier la chaîne YouTube de Oui Casablanca. Hier, on a découvert ensemble, à travers la cérémonie d'ouverture, les deux conférences, l'atelier ou encore le think tank, les différents cas d'école, ou encore ces démarches innovantes possibles pour rendre les territoires attractifs, accueillants, mais aussi les fers de lance pour activer cette attractivité. Des leviers importants, mais aussi des pistes de réflexion que nous allons tous approfondir ensemble aujourd'hui. Au programme donc de cette deuxième journée, de cette matinée, deux conférences, l'une sur l'identité territoriale, mais aussi une autre conférence sur les évolutions et crises des territoires. N'oubliez pas que l'après-midi, vous allez avoir rendez-vous avec un atelier de brainstorming sur la redynamisation de la marque territoriale, ainsi que la nouveauté de cette deuxième édition, l'Africa Place Marketing Competition. La résilience et la compétitivité sont donc les deux principaux objectifs au dessin recherchés par les territoires, surtout dans un contexte qui est marqué par cette empreinte du Covid-19, une conjoncture donc particulière et une crise qui a imposé de nouveaux défis socio-économiques. Donc comment aujourd'hui la démarche du marketing territorial pourrait-elle contribuer à atteindre l'objectif de la résilience et de la régénération? C'est ce que nous allons donc voir tout de suite dans cette conférence qui sera modérée par M. Hassan Redouane, directeur et professeur titulaire à l'école d'architecture, de planification et de design à l'université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guerir. Monsieur, c'est à vous. Monsieur Redouane, bonjour. Heureux de vous retrouver pour un autre événement après l'Africa, le Smart City. Donc, je vous laisse donc l'occasion d'appeler les intervenants pour démarrer la conférence. Merci. Bonjour. Bonjour tout le monde. On démarre cette session. Donc, la thématique de cette séance, il est un peu une thématique très importante et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on entend toujours de ce mot, terme marketing, et je ne vous cache pas, ce terme me gêne. Je sais qu'il doit exister, je sais qu'on doit faire du marketing, je sais qu'on doit polir la façade de quelque chose pour la vendre, mais dans un contexte africain, on doit être très prudent, surtout lorsqu'on lit le mot marketing au territoire. Parce que dans un territoire, et c'est quoi un territoire? C'est un véhicule où on a des êtres humains, d'accord, qui cherchent un abri et qui cherchent un vrai développement durable. Donc comment faire du marketing dans un territoire résilient qui doit faire face aux crises, aux catastrophes, et qui des territoires la plupart du temps sont vulnérables, et un monsieur expert qui parle du marketing à côté, qui se dit que c'est un expert de marketing territorial. Donc s'il vous plaît, ce que je vous demander, il faut qu'on soit humble, et la première des choses, on doit contextualiser les termes sexy pour mieux cerner les problématiques des populations et des communautés pauvres et dans des territoires vulnérables qui demandent notre attention pour un vrai développement durable de ce territoire. Et je vais vous mentionner une sorte d'anecdote dans le cadre de l'expo de Dubai Expo. J'étais dans un hôtel. Et dans la chambre, il y a une affiche qui dit « On est la chaîne des hôtels les plus désinfectés de Dubaï ». Désinfecté, c'est quelque chose qui est très mauvaise. Mais elle est explorée dans le sens de marketing pour dire qu'on est les plus propres. Est-ce que vous pensez que c'est une chose qui est positive? C'est une chose qui est très négative.
On est la chaîne des hôtels les plus désinfectés de Dubaï. Voilà le marketing autour de jouer avec les mots sur quelque chose qui est très négatif. Et dans ce sens, pour moi, et je vais démarrer avant le panneau, on doit redéfinir ce mot résilience. Le mot résilience dans le contexte africain, ce n'est pas seulement lorsqu'on a sorte de crise ou de catastrophe pour rebondir autour, pour créer ou trouver une solution rapide pour le problème. Ça, l'humanité a connu beaucoup de problèmes, donc toujours il y avait des solutions inventées par le site lui-même pour avoir cette résilience. Mais je pense que la résilience, c'est plutôt investir dans le capital des communautés, le capital culturel, le capital environnemental, le capital économique et les éléments du génie savoir-faire local. Donc voilà le vrai marketing. Et le marketing, c'est le contenu qui crée l'image. Ce n'est pas une image éphémère, une image superficielle créée par des experts de marketing. On doit être humble, et je le répète. Donc, dans le contexte africain, comment lier ce mot résilience au marketing dans le bon sens et aussi le mot émergence, parce qu'on a entre résilience et émergence. Quelle est la relation entre la résilience et l'émergence? L'émergence, c'est toute initiative démarrée, générée par la communauté locale pour créer une communauté institut locale pour promouvoir ce territoire d'une manière authentique pour arriver à un vrai développement. Et ce n'est pas que de l'attractivité pour amener quelques touristes. Et on sait même le tourisme maintenant, c'est une pollution. Si vous voyez le cas de Venise et d'autres cas des villes historiques et comment on n'a pas la capacité même de recevoir les touristes. Donc, il faut recadrer ce marketing et on doit vraiment ne pas se limiter à l'approche économique des équations et des finances, mais on doit vraiment travailler sur le capital humain, travailler sur le contenu des territoires, travailler sur le vrai développement humain résilient et durable, et pourquoi pas intelligent, ce n'est pas le smart dans le sens des gadgets, mais le smart dans le sens du génie savoir-faire local, d'accord? Et je pense que c'est très important. Pour ne pas tarder, je vais inviter les membres du panel. Il y en a quelques membres qui sont online. Donc, on a Clément Desin, donc directeur conseil de Hula Hoop. Voilà, Clément. Et Clément a beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur comment on va recadrer ce terme résilience. Merci Clément. Soumia Dana, directrice économie et emploi en charge de l'attractivité économique de la ville de Vitrolles pour la métropole ex-Marseille-Provence. Et Soumia aussi a un angle d'attaque très unique par rapport, bien sûr, à une approche très pragmatique et pratique sur terrain. Mohamed Abdi, c'est Mohamed Abdi, conseiller affaires étrangères, peut-être il y a quelqu'un qui le remplace. Voilà, peut-être n'est pas là. Frédéric Raymond, donc il vient de Québec, d'accord. Donc directeur général, place aux jeunes en région Québec. Jean-Philippe Gold, directeur général, place aux jeunes en région, directeur général mission attractivité Hauts-de-France, comité régional du tourisme et des congrès. Voilà, notre panneau est complet. Donc, je vais bien sûr céder la parole à chacun des membres de ce panneau. Et pour que je sois un peu, c'est ça mon rôle. Hein? Oui, d'accord. Donc, Oustad Diana, tfaddal. Si Azwaoui. J'ai eu une discussion très intéressante hier avec Si Azwaoui. Donc, il va nous parler de l'expérience marocaine par rapport au territoire du Sud. On sait Janoub al-Maghrib, Janoub al-Maghrib. D'accord. Donc, avant de commencer, mon rôle, c'est de modérer, mais ce n'est pas seulement de modérer d'une manière un peu normale. Je vais provoquer, parce que je demande aux membres de panel de sortir de leur coquille et de zone de confort et d'adapter ce qu'ils font et les projets qu'ils ont
par rapport à la thématique. Ce n'est pas seulement de présenter ce que vous faites, mais le rôle des conférences et des séminaires, c'est une sorte de transcendance pour avoir une sorte de compromis sur les termes et comment, de votre expérience, ou comment transposer quelques éléments de votre expérience à d'autres continents, à savoir l'Afrique. Donc, la résilience, c'est quoi? L'émergence, c'est quoi? Un territoire, il faut le redéfinir par rapport à vos projets et bien sûr à votre propre définition. Et je pense qu'il est important, après, il y a le marketing. Donc, il ne faut pas dire que moi, je suis un expert de marketing, vous n'allez pas me convaincre que vous êtes un monsieur de marketing. Parce que le truc de marketing, c'est quoi? C'est de séduire les gens d'une manière indirecte et de les nuire parfois. Mais comment le vrai marketing doit émaner d'un vrai travail de contenu, ce n'est pas de polir la façade. D'accord? Voilà. Donc, on commence par le premier intervenant, Monsieur Clément Desindes, directeur conseil Hulhoop. D'accord? On a bien discuté, donc the stage is yours. Bonjour à tous. Et pour commencer, merci beaucoup pour votre invitation. C'est un vrai honneur d'échanger avec toutes les personnes présentes ici, que ce soit dans la salle, dehors, en journée ou en soirée. Alors, moi j'aimerais commencer juste par quelque chose de très rapide, c'est questionner ce terme de résilience. Non pas que je sois extrêmement contre, mais je pense que dans le mot résilience, qui est une notion qui nous vient de la biologie, qui a ensuite été retranscrite dans la psychologie, dans la sociologie, il y a une notion qui est de revenir, de résister, d'absorber un choc, une crise et de revenir à son état qui est précédent. Et donc quelque chose de très figé. Finalement, ce qu'on entend dans une crise, ce qu'on entend beaucoup, ce qu'on lit partout ces derniers temps, c'est comment sortir plus fort de la crise, comment sortir de la crise par le haut. Et donc, nécessairement, ça apporte une notion, une dimension qui est beaucoup plus dynamique, qui est évidemment à considérer. Donc, dans cette notion dynamique, je vois à peu près 3 étapes, qui sont la première, la persistance. La persistance, c'est quoi? C'est le retour en arrière, finalement. Il n'y a pas vraiment de dynamique là-dedans, un tout petit peu, mais c'est comment j'active un peu tous les leviers pour revenir à un état qui est précédent. Le deuxième, c'est la transition. Donc, le choc arrive, la crise arrive. Comment je me sers de ce moment pour me réorganiser, mais sans changement extrêmement profond. Ce temps dure un moment et j'arrive à un état qui est l'état B et qui arrive un peu plus tard. Et la troisième étape de cette dynamique, c'est plutôt la transformation. Je profite de cette crise pour me transformer. Alors, on verra juste après, me transformer, ça ne veut pas dire tout révolutionner, ça ne veut pas dire casser tous les repères que j'ai et tous les acteurs, toutes les ressources que j'ai sur mon territoire. Alors l'idéal, vous le lisez, ce serait pourquoi pas tendre vers l'antifragilité. Encore une fois, je ne suis pas partisan d'une part de ne pas parler de résilience ou d'autre part de parler absolument d'antifragilité, mais c'est une notion qui me semble extrêmement intéressante pour un territoire. Un objet fragile, par exemple, je prends un verre, je prends cette bouteille en verre, je prends mon téléphone. Je le lance, l'objet est toujours dans un état initial, très bon, comme neuf. Il tombe au sol, il a un choc, il est cassé. Cet objet-là, on va pouvoir le réparer, il va être à peu près comme neuf, il va revenir dans son état initial. Mais à la condition unique d'avoir absolument tous les éléments pour rafistoler l'objet et qu'il soit dans un état absolument parfait. Donc, dans le meilleur des cas, il revient à son état précédent. En fait, l'accumulation de réparations, ça peut faire une seule chose, ça va affaiblir l'objet. Et par objet, aujourd'hui, on va parler du territoire. Donc, un tout petit peu de mythologie, ça va être assez rapide. Je ne suis pas un grand amateur, un grand fan de mythologie, mais c'est un cas qui me paraît intéressant. L'hydre de Lerne, qui est une créature combattue par Hercule. C'est une créature qui a la particularité d'avoir plusieurs têtes, dont une tête centrale qui, quand elle est coupée, repousse. Mais en fait, elle repousse en double.
Au final, Hercule a raison de cette créature, arrive à la tuer en brûlant ses plaies. Mais finalement, cette créature, c'est vraiment l'illustration de comment je subis un choc et comment je trouve les ressources, en n'étant pas extrêmement différent, pour ressortir dans l'état dans lequel j'étais précédemment, mais avec une amélioration. En fait, antifragile, c'est quoi? C'est tirer bénéfice de l'inattendu et c'est s'améliorer dans une situation de désordre. C'est pas moi qui l'invente, c'est les théories qui existent vraiment et qui, pour moi, s'appliquent extrêmement bien au territoire. Si on sort un petit peu de la théorie, comment on fait en fait? Quelles sont les orientations pour sortir plus fort d'une crise, pour sortir d'une crise par le haut? La première chose, c'est évidemment d'intervenir sur l'ensemble des piliers du territoire, que ce soit l'économie, le social, l'environnement, l'éducation, l'institutionnel, la politique, etc., la santé. C'est considérer le territoire et ses acteurs dans son ensemble. Le deuxième, c'est d'organiser et coordonner les forces vives en présence. Ça, c'est une notion sur laquelle je vais revenir plusieurs fois, sur laquelle on a beaucoup discuté hier. Mais c'est comment je ne viens pas tout révolutionner, tout changer, casser tous les repères, mais plutôt comment je connais toutes les forces vives de mon territoire et comment je fais en sorte qu'elles se parlent et qu'elles se coordonnent pour ressortir ensemble plus fort, différemment. Capitaliser sur l'existant, c'est aussi et c'est surtout les citoyens. Mais les citoyens, c'est les acteurs économiques, associatifs, les étudiants, les jeunes, les vieux, c'est tout le monde. Alors évidemment, on ne va pas demander l'avis de tout le monde dans la rue d'une manière très informelle, c'est pas réaliste. Il faut trouver un moyen réaliste de le faire. Est-ce que c'est de la concertation? Est-ce que c'est des enquêtes? Est-ce que c'est des questionnaires sur des panels représentatifs? Mais il faut pouvoir donner la parole. Il faut bâtir des modèles durables, des modèles supportables. Et en fait, par ça, j'entends sortir de modèles. Hier, on entendait parler des stations de ski notamment. C'en est un très bon exemple. Mais c'est sortir d'un modèle dans lequel on serait beaucoup trop dépendant d'acteurs ou de filières uniques, ou en tout cas extrêmement dominantes, au risque, quand il y a une crise, d'être extrêmement affaibli. Et puis, c'est s'appuyer sur des programmes internationaux, enfin même nationaux, locaux, mais internationaux qui existent, qui sont créés par l'ONU, par la Banque mondiale, par la Commission européenne, etc., par l'OCDE, par énormément d'institutions, et qui donnent des outils, qui donnent des grandes lignes. Pourquoi pas s'en emparer? Et la question, c'est un petit peu, est-ce que les territoires à tous les échelons sont au courant et s'en emparent? Alors la question, c'est quid de la communication dans tout ça? On est en situation de crise, on se dit qu'il y a tout ça à faire, c'est quand même un chantier un peu titanesque. En fait, la communication dans tout ça, c'est un peu le lien vital, le seul lien vital tangible qui reste entre le territoire et ses acteurs, ses habitants, ses citoyens. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les projets d'investissement, les projets urbains, les projets de développement, il va falloir communiquer, il va falloir promouvoir tout ça pour rassurer, pour promettre un futur meilleur et pour, au final, embarquer tous les acteurs avec vous. Une question qui amène peut-être à réfléchir, qui ne trouvera pas forcément de réponse tout de suite, mais est-ce que les populations qui ont la plus grande confiance dans les actions de leur gouvernement sont les populations les plus résilientes? En fait, cette question, je la pose parce qu'on a vu que pour le cas du Covid, les pays qui ont les cas de Covid qui se sont résorbés les plus vite sont les pays dans lesquels la pandémie et le besoin de rester à la maison ont été décrétés le plus vite. C'est Abu Dhabi en exemple, c'est toute l'Asie du Sud-Est. À l'inverse, tous les pays dans lesquels on voit une forme de défiance citoyenne ont mis beaucoup plus de temps à voir les bénéfices de leurs actions. Et là, je pense à la Russie, à Hong Kong, et en fait, à quasiment tous les pays occidentaux. Alors la clé, c'est quoi? C'est d'avoir un écosystème qui soit dynamique et qui soit régulièrement mobilisé. Et le mot-clé là-dedans, vous le voyez, c'est écosystème. Un écosystème, c'est quelque chose de dynamique, de mouvant. C'est un ensemble d'acteurs qui se parlent et qui travaillent ensemble dans le même sens. Alors, très rapidement, des grands principes méthodologiques, on passera sur 4 très rapides études de cas ensuite. C'est capitaliser sur l'existant. Mais dans ce cas précis, l'existant, on en a parlé avant, c'est les acteurs évidemment, mais capitaliser sur l'existant, c'est aussi les études, faire des voyages, s'inspirer de ce qui se passe ailleurs et faire des benchmarks. Pourquoi? Parce que réinventer la roue,
Ce n'est pas forcément ce qu'on cherche tout le temps, c'est parfois une perte de temps. Il y a forcément un territoire, un pays, une région, une ville, une métropole qui s'est emparé du sujet et qui a trouvé des réponses avant nous. C'est rapprocher les acteurs, les filières, par des clubs, des clusters, des organisations professionnelles. C'est impliquer les citoyens, je ne reviens pas dessus, on en a beaucoup parlé. En revanche, les deux derniers points sont absolument cruciaux. C'est développer des indicateurs qui sont pertinents, réalistes et mesurables. Et ça, c'est des adjectifs qui sont extrêmement importants, pertinents, réalistes et mesurables, et d'ailleurs mesurés. Comment les construire en mobilisant les acteurs et déployer des actions opérationnelles, parce qu'une stratégie, c'est bien, mais si elle n'a pas d'action opérationnelle derrière, ça restera un papier ou, si elle est un peu dense, elle servira à caler les portes dans le meilleur des cas. Mais il y a quelques barrières pour tout ça. Une baisse des budgets publics au niveau international, une frilosité des investisseurs privés. Et d'ailleurs, on peut souligner que la crise du Covid a totalement changé la manière de décider les investissements par le secteur privé. L'argument durable est devenu un argument extrêmement prédominant. Et donc, il est beaucoup plus difficile, en tout cas très différent, de trouver des fonds. Et enfin, les stratégies de résilience ou de développement, c'est long, c'est coûteux, c'est pas très tangible. Et donc, il est difficile de faire adhérer des acteurs à des choses qui ne sont pas tangibles. 4 études de cas très rapides pour finir. Le premier, État du Togo, qui a profité de la crise du Covid pour se dire, évidemment, la priorité était l'accès aux soins, l'accès aux vaccins, mais pour se dire, je vais profiter de ce moment pour réécrire l'histoire, pour réécrire demain et pour bâtir ma stratégie de développement économique à horizon 2030. Et pour ça, ils ont fait une méthodologie dont on a parlé depuis hier, que j'ai rementionné précédemment, qui est extrêmement complète. Ils ont notamment réalisé 100 entretiens avec des acteurs économiques de leur territoire. Deuxième cas, l'île Maurice. L'île Maurice, qui dépend à 75% du PIB du tourisme. Comment faire quand on a une île qui dépend du tourisme et que les touristes ne peuvent plus venir? En fait, l'île Maurice a juste pris un peu de recul, s'est dit, mais en fait, on a plein de savoir-faire, on a plein de production locale, on va miser dessus. Et donc l'île Maurice s'est dit, on est une destination, mais une destination touristique. Ça vit par les habitants, ça accueille les voyageurs et ça produit. Troisième cas, l'Inde. Alors l'Inde, énormément de savoir-faire, énormément d'agriculture. Et l'Inde s'est dit, tiens, en France, il se passe quelque chose d'intéressant. On connaît le champagne, on connaît les vins de Bordeaux, on connaît la porcelaine de Limoges, on connaît des choses extrêmement variées à l'international. Et bien l'Inde s'est posé la question de pourquoi et comment créer des IGP, des AOP, qui sont les indications géographiques et les appellations d'origine protégée, pour venir protéger mon savoir-faire et le valoriser à l'international. Autre initiative qui vient du secteur privé, mais à destination des citoyens, la Bretagne. J'aurais pu en citer plein d'autres. Mais Riposte Créative, c'est une plateforme qui a été créée par le privé pour recenser les initiatives de solidarité entre particuliers et qui a reçu un soutien public de la part d'un laboratoire d'innovation régional. Donc pour conclure, 3 enseignements peut-être à retenir. 1, l'antifragilité pour sortir plus fort, pour sortir nouveau, pour sortir transformé d'une crise. En 2, la dynamique collective, parce que la résilience, c'est la capacité à coopérer. Et en 3, c'est l'anticipation, pour bâtir des politiques qui sont résilientes, qui sont durables et qui sont supportables. Merci infiniment. Merci Clément, et surtout pour le respect du temps. J'ai pris ta chaise qui va à la chasse, personne. Donc, vous pouvez, parce que je dois rester près. Merci Clément. Donc, pour un peu, je ne vais pas faire le résumé, pas du tout. Merci beaucoup pour recadrer le mot résilience, parce que la résilience peut être autour d'un objet, d'un corps, d'une voiture. C'est quoi la résilience par rapport à un territoire? Donc, la question d'échelle, elle est très importante. Et dans ce sens, vous avez inventé le mot antifragilité. Je vais ajouter antivulnérabilité. Donc, ouais, je sais qu'il est déjà utilisé, d'accord. Donc, dans ce sens, il y a aussi ce qui est important, c'est l'existant. C'est comment capitaliser autour de l'existant. Et dans ce sens, il y a 2 termes qui sont aussi clés, génération et régénération.
c'est-à-dire générer les ressources, les opportunités, les éléments catalyseurs d'un vrai développement dans un territoire. Et régénération, il ne faut pas oublier, on est aussi sur la question de la résilience liée à la durabilité, c'est comment optimiser les ressources. Et dans ce sens, le marketing n'est pas pour booster une image et avoir plus de bénéfices, mais aussi préserver le capital d'un territoire. Voilà, on passe maintenant à la deuxième intervenante, Soumeya Dana. Donc, elle est, je vais mettre, directrice donc économie et emploi, en charge de l'attractivité économique de la ville de Vitrolles pour la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc, je te cède la parole. C'est à vous. Merci. De redéfinir le terme et par rapport à vos actions et projets concrets. Merci à vous. Bonjour à tous. Eh bien, je souhaiterais vraiment vous remercier mes hôtes pour l'invitation qui a été faite, en particulier le docteur Yasmine Alaoui, ainsi que l'ensemble de l'équipe de Casablanca Events et Animation, en particulier Monsieur Jouahri, mais je pense aussi à Khadija, à Shaima, à toute l'équipe, tous les techniciens de l'ombre, que je salue et que je remercie profondément. Merci pour eux. C'est bien entendu avec beaucoup d'humilité que je m'apprête à partager avec vous mon témoignage, ma vision et mon expérience de terrain en tant que technicienne de la fonction publique depuis plus de 10 ans sur des territoires dits en résilience. Le périmètre sur lequel je travaille aujourd'hui est une commune de 35 000 habitants, Vitrolles, qui se situe dans la métropole Aix-Marseille. Vitrolles, c'est une ville qui a énormément souffert il y a une vingtaine d'années de ça pour avoir basculé en fait et connu une période sombre de son histoire politique sous les mains de l'extrême droite. Une image qui aujourd'hui entache encore son histoire et qui finalement avait ébranlé la cohésion sociale et fragilisé son maillage territorial et les liens qu'elle avait avec ses partenaires. Vitrolles, ensuite, en 2016, a connu un incendie sans précédent qui avait ravagé plus de 2600 hectares et causé plus de 60 millions d'euros de dommages. Ensuite, comme le reste du monde, bien, Vitrolles a été ébranlée et surprise par la crise Covid sur une population qui pourtant avait commencé à se réconcilier avec elle-même et qui était en partie reconstruite. Je vais vous proposer, pour structurer cette présentation, de recontextualiser très rapidement la notion de résilience et ce que j'en ai compris. Mon collègue en a largement parlé. Ensuite, inscrire cette notion dans une démarche, une trajectoire que j'ai pu identifier en 3 étapes que je vous présenterai. Revenir sur la méthodologie de terrain que j'ai suivie pour passer du projet politique à la feuille de route opérationnelle. Et enfin conclure en ouvrant sur quelques pistes. Pour commencer, réfléchir sur la résilience des territoires, c'est non seulement s'accorder sur ce qu'est un territoire, au-delà de son découpage administratif, mais c'est aussi se poser la question de ce qui fait territoire et par extension de celles et ceux qui font le territoire. Je pense profondément qu'il n'y a pas de territoire résilient sans communauté résiliente. Aujourd'hui, le territoire peut être compris et envisagé essentiellement comme un lieu d'interaction, une entité vivante, une entité vibrante, dans laquelle il va être amené à combattre, à résister, à rayonner, à muter, à se transformer. La résilience, il y a eu beaucoup de définitions. Moi, je vous propose de retenir celle-ci, parce que je trouve qu'elle est assez simple et finalement, je la trouve plutôt juste. La résilience peut se définir comme la capacité d'un système, comme la capacité d'une collectivité à se préparer, donc la notion d'anticipation est importante, à répondre pendant l'urgence de la catastrophe et à pouvoir récupérer une fois la catastrophe passée et enfin pouvoir tirer des leçons, apprendre pour diminuer sa vulnérabilité et donc construire son antifragilité. Cela m'amène à mon deuxième point relatif à l'identification des 3 étapes clés.
Je vous propose donc un schéma de pensée, quelque chose que je vous propose de designer ainsi. 3 étapes. La première étape serait la phase de réparation. On pourrait parler du care and cure. Puis, une phase de résilience à proprement parler que je vous propose d'appeler adaptation transformatrice. Ce serait l'étape du make and manage. Enfin, une phase de construction, de déploiement de la nouvelle offre territoriale que l'on pourrait appeler le create and share. L'entrée par l'approche dite de la réparation dans le care and cure permet de réinvestir un territoire qui serait meurtri ou affaibli avec l'intention réellement d'en prendre soin, voire de le guérir. Cet élan, cette ambition, si elle est véritablement portée par une vision politique, un portage politique fort, elle est ensuite relayée, elle va favoriser dans le territoire en fait une co-construction et une coproduction qui va permettre et être au service d'un développement endogène du territoire qui sera plus collaboratif et plus citoyen. Pour que cela se fasse, l'accompagnement des acteurs, on en a largement parlé hier, dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces dispositifs émergents post-crise est fondamental. Je renvoie pour ceux que ça intéresse aux travaux de la plateforme City Repair à Portland ou à l'approche de Project for Public Spaces fondée par William White qui s'intéressait notamment aux travaux sur le design des villes. En somme, la responsabilité de la puissance publique dans cette étape-là n'est pas tant dans la fin que dans les moyens, dans la construction et l'émergence d'un contexte qui rendrait favorable, qui pourrait libérer toutes les initiatives pour que puisse s'exprimer cet élan. Il est attendu donc d'eux une vision, mais également des valeurs fortes qui sont exprimées et qui seraient fédératrices. Tout cela permettrait alors de rassembler, de raviver en quelque sorte l'émotion qui, elle, va mettre en mouvement, renforcer la mobilisation, la motivation qui, elle, va permettre après donc la mise en action concrète. La participation, on l'a vu, et la coordination des différents acteurs, elle ne peut pas se décréter, elle se construit peu à peu et elle se fait au moyen d'une ingénierie particulière. Et pour ce faire, il y a 2 facteurs clés de succès importants qui sont, on en a parlé hier avec mon ami Marc, la rencontre et le dialogue sur cette première étape. Vient l'étape ensuite de la résilience territoriale à proprement parler, adaptation transformatrice, notion que j'emprunte aux deux géographes que j'ai cités tout à l'heure et aménagistes français. Finalement, du fait de l'adaptation transformatrice et de la mise en tension avec cette, à la fois l'injonction d'adaptation et en même temps le renforcement de la capacité adaptative, eh bien, on se rend compte que que la résilience peut être à la fois une source d'innovation sociale sur nos territoires. Elle est à la fois territorialisée, mais elle est aussi territorialisante. C'est-à-dire qu'elle ancre profondément, elle crée des liens nouveaux, parce qu'elle change aussi les relations des personnes entre elles, mais aussi des personnes avec leur environnement. La coordination de cette gestion en mode projet revient ensuite, je dirais aussi aux techniciens et aux développeurs territoriaux que nous sommes pour en comprendre toutes les subtilités et toutes les finesses. Et là, il y a un exemple assez concret, mais le temps qui m'est imparti ne me permet pas de le développer, on pourra le faire plus tard, d'une initiative qui a été portée, une initiative de rue, c'est même pas une initiative de quartier, qui est partie de 2-3 voisins et qui, pendant la crise Covid, a pris une ampleur assez importante et qui a fini finalement par constituer tout un collectif puissant qui aujourd'hui accompagne la municipalité dans sa vocation de transformation du territoire. Mais je pourrais vous en parler un peu plus tard si vous le souhaitez. Cette étape-là m'amène à penser finalement que la mise en coordination des acteurs locaux et la gestion de ces projets collectifs va illustrer ce make and manage qui lui appelle d'autres facteurs clés de succès que je vous propose d'être l'agilité et le temps. Pour finir, arriverait la phase de la construction, du déploiement de la nouvelle offre à déployer, qui serait donc créée et partagée. Et là, elle aurait pour objectif de formater le territoire pour en accroître sa lisibilité.
une fois réparé, une fois pensé, une fois reconstruit. Il faudrait, me semble-t-il, unifier sa cohérence pour qu'il apparaisse comme un tout. Non seulement pour attirer, mais aussi, on l'a vu très fortement hier, pour conserver et ancrer les parties prenantes du territoire. Dans les villes moyennes comme celle où je travaille, eh bien, nous avons peu de moyens financiers et du moins ils sont limités. Nous sommes limités dans nos ressources financières. Et du fait d'une économie essentiellement résidentielle, il me semble que l'utilisation d'un branding, autrement dit d'une action qui vise à améliorer la réputation de l'offre en construction, paraît être plus appropriée même que toutes les notions de marketing, démarche marketing territoriale qu'on a pu voir, qui sont un grand mot, vous avez raison, et qui, elles, sont plutôt axées sur une logique de la demande. En fait, ce n'est pas tant de créer à tout prix une marque de territoire, ce n'est pas notre objectif non plus sur la commune, mais c'est plutôt de générer des perceptions différentes, de renvoyer des messages pour montrer que nous sommes debout à nouveau. Et en fait, ça demande aussi à un moment donné de la part des élus d'oser des changements profonds, et quand la prudence politique, elle, va inciter à des mesures stables, à une forme de pérennisation. Cela m'amène au dernier facteur clé de succès qui sont pour moi la volonté et le courage de faire changer les choses. Pour la méthodologie, très rapidement, je vous dirais que j'ai la chance de pouvoir travailler sur un territoire où la commande politique est très claire. On a 3 axes de mandat qui nous conduisent jusqu'en 2026, transition écologique, solidarité et implication citoyenne. Il nous est demandé en tant que techniciens de traduire ces 3 axes dans l'ensemble des actions qu'on conduit. Concrètement, sur l'économie et l'emploi, qu'est-ce qui, dans les actions que je fais, me permet de faire de la transition écolo? Qu'est-ce qui me permet de faire de la solidarité? Qu'est-ce qui me permet de faire de l'implication citoyenne? Et en fait, lorsque je me pose cette question, je la traduis d'abord avec mes élus délégués et ensuite avec le reste de mes équipes. Puis se décline toute la méthodologie sur laquelle je ne reviendrai pas et qui a été développée par Clément Dezan juste avant moi. Aujourd'hui, à Vitrolles, juste avant de conclure, je vous dirais que nous nous sommes lancés sur l'esquisse de notre portrait identitaire. Donc on est au tout début de la démarche. Vous voyez, même en France, très franchement, quand on parle de marketing territorial, c'est un gros mot qui fait peur. Et nos élus, nos techniciens prennent un peu de distance par rapport à cette notion-là. Moi, je préfère parler de développement territorial. Et on commence notre portrait et on sait bien que plutôt que d'avoir une offre territoriale totalement aboutie, eh bien, on va continuer à faire des petites choses. Et ces petites choses, c'est presque faire les choses de manière artisanale, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire à petite échelle, mais toujours avec le cœur. Et les solutions que l'on trouve sont adaptées en résonance, je pense, avec les besoins et les attentes des publics et des cibles que nous accompagnons. Pour conclure, je dirais que pour réparer un territoire abîmé ou pour le renforcer, ça peut passer parfois par de larges réhabilitations, par des aménagements forts. Lorsqu'on en a les moyens, on peut enclencher une maîtrise d'ouvrage importante. Du coup, j'avais oublié cette diapositive, mais vous la retrouvez là. On peut enclencher, comme je vous le disais, une maîtrise d'ouvrage qui est importante, mais il me semble plus crucial de se soucier de la maîtrise d'usage, c'est-à-dire d'avoir une connaissance fine des jeux d'acteurs, de la qualité du lien entre toutes les parties prenantes, des personnes entre elles, comme je vous le disais tout à l'heure, mais prendre soin aussi des liens des personnes avec ce nouvel environnement. Je crois profondément aussi que la revitalisation des territoires affaiblis ne doit pas s'envisager sous le seul angle du renforcement de leur fonctionnalité, parce que ce serait passer à côté de la charge affective de ces territoires, au risque d'en faire, en fait, comme on l'a dit hier, être précautionneux pour ne pas faire des copier-coller, parce que là, on serait sur des formes de modèles économisés, standardisés, apposés comme ceci et non adaptés. Et en ce sens, je prône la réhabilitation de la notion de lenteur, pour prendre le temps, de la démarche apprenante et de ce que je pourrais appeler l'ingénierie territoriale douce pour accompagner cette réparation, cette résilience. Je crois aussi que cela va nous permettre d'ennoblir la complexité
et l'envisager comme une alternative à la simplification manichéenne qui a trop tendance à opposer développement endogène et exogène, petite ville, grande métropole, modèle européen et audace africaine. Najib Mahfouz, prix Nobel de littérature en 88, écrivait « L'homme est responsable de tout, pourvu qu'il le veuille. » L'homme est responsable de tout, pourvu qu'il le veuille. Et je crois profondément en cette valeur, la responsabilité. Je crois enfin, pour résumer, que la résilience des territoires va appeler encore longtemps de notre part, nous autres acteurs de l'espace public, dirigeants politiques, chercheurs universitaires, que l'on soit d'ici ou d'ailleurs, des rencontres et du dialogue, de l'agilité et du temps, de la volonté et du courage. Merci. Merci, Soumeya Damna. Donc, pour gagner du temps, on passe directement à Sizwawi. Donc, voilà. Alors bonjour tout le monde. On m'a demandé de faire une présentation à ce niveau, au niveau de la résilience. Merci pour le piège, chère Yasmina. En fait, je vais essayer de répondre à trois petites questions. La première, c'est un petit peu la genèse du mot résilience. Après, quelques dimensions et les facteurs de résilience en essayant d'illustrer à travers le cas du Maroc. Que ce soit pour le Maroc tout entier lors de la crise sanitaire engendrée par la Covid-19, encore si vous voulez que je parle d'un certain nombre de territoires au niveau national, surtout du sud que je connais bien, c'est avec plaisir. Alors en fait, la résilience, je crois que le mot, il est apparu au début au niveau des sciences de la physique. Et ils le définissent comme étant la capacité et la propriété essentiellement des métaux de reprendre leur forme. Mais une fois émergé dans la science de la physique, il a fait un peu le tour d'un certain nombre de disciplines, et c'est pour cela qu'on peut le considérer comme étant générique, comme dans la psychologie. Lorsqu'on en parle dans la psychologie, c'est la capacité d'un être à renaître de sa souffrance. Lorsqu'il connaît une souffrance bien déterminée, est-ce qu'il a une capacité de renaître? Mais en sciences écologiques, ils le définissent plutôt comme étant la capacité d'un système à absorber les perturbations, tout en opérant des changements de manière à garder essentiellement les mêmes fonctions, identités et structures. Et là, j'insiste, ils le définissent comme pour garder les mêmes fonctions et les mêmes, c'est-à-dire que je dois revenir à l'état initial. Et si vous le voulez bien, au niveau du marketing territorial, je crois que la définition la mieux adaptée et que j'adopte généralement lorsque je traite de ce concept-là, c'est la définition plutôt de l'ONU qui la considère comme étant une aptitude d'un système, d'une collectivité ou d'une société potentiellement exposée à des aléas, à s'adapter en opposant une résistance ou en se modifiant, c'est-à-dire une résistance pour que je reste moi-même et je garde l'état initial, ou encore en se modifiant afin de parvenir ou de continuer à fonctionner convenablement. Fonctionner convenablement selon les manières d'avant le choc ou de nouvelles, de telle sorte à avoir un équilibre. Pour les dimensions de la résilience, j'en garde deux manières, deux approches essentielles. La première, c'est celle de Dauphiné en 2007. Il a défini trois dimensions principales de la résilience. D'abord, la capacité d'absorption. Je crois que les boxeurs en connaissent un petit peu quelque chose, en connaissent beaucoup. C'est la capacité d'absorber les chocs, puis la capacité de résistance et la capacité de récupération. Par contre, l'approche de Weck en 2008, il a approché d'une autre manière. C'est d'abord
la même chose au niveau de la première capacité, c'est l'absorption, mais essentiellement la capacité d'appropriation. Madame Armili, hier, elle a insisté sur une chose en parlant de la crise de la Covid-19, la crise sanitaire. Elle a dit qu'on doit être capable de vivre avec. Vivre avec, c'est-à-dire s'approprier le choc créé par le virus. Et la troisième capacité, c'est la capacité de renouvellement. C'est-à-dire que je peux, en fin de compte, garder un certain nombre d'éléments de l'état initial, mais je peux aller de l'avant. La résilience, c'est au final la capacité d'atténuer les effets d'un choc, mais ça suppose que j'ai les amortisseurs, et c'est ce que je qualifie de facteur de résilience. Puis, la question encore importante, c'est la question du temps, c'est la vitesse à laquelle je pourrai contrôler et maîtriser la situation. La troisième question à laquelle j'aimerais bien apporter quelques éléments de réponse, c'est quels sont les facteurs qui pourraient permettre à un territoire d'être résilient. Et c'est Hassan, j'en ai parlé un petit peu hier, c'est vrai que le marketing, peut-être on n'a pas pu faire du marketing pour le marketing, on n'a pas pu vendre le marketing et du coup, il a gardé, surtout dans nos sociétés, ou là, dans les sociétés de manière générale depuis son apparition, une résistance et une connotation péjorative. Et j'ai dit hier une phrase, je ne sais pas, est-ce que vous n'étiez pas avec nous, je dis que c'est un outil à connotation idéologique libérale. Mais lorsqu'on le transpose dans les territoires, je crois que c'est plutôt un levier de l'attractivité qui devrait être une variable, une assise importante pour le développement local, territorial, durable et intégré. C'est pour cela qu'on utilise un certain nombre d'éléments. Donc les facteurs, le premier dans la littérature, c'est le capital social et je dirais le facteur humain. Et je crois que le Maroc en a profité énormément lors de la crise sanitaire. Parce que les valeurs ne tombent pas du ciel. On a profité de la solidarité qui est ancrée dans la culture marocaine pour pouvoir atténuer les effets de la crise sanitaire. Exemple, au haut niveau de l'échelle, on a créé un fonds de lutte contre la crise. Et c'était des bénévoles qui ont fait énormément de dons, des dons très importants, pour pouvoir distribuer des revenus à des familles qui n'ont pas de revenus et qui ont vu l'activité cesser pendant la période de la Covid. Mais ce n'est pas seulement au niveau de l'échelle, de haut de l'échelle de la nation, mais aussi au niveau de la société civile. Et que des exemples que je connais, il y a des stars qui ont distribué des tablettes pour les enfants des territoires reculés pour pouvoir continuer les études à distance. Il y a des professeurs qui ont créé des pages et des sites pour Qraya Dar, c'est-à-dire étudier de chez soi pour soutenir les étudiants. Et il y avait aussi même Digital School. C'est une initiative à laquelle j'ai participé personnellement et à travers laquelle on a dispensé énormément de cours à distance et bénévolement et qu'avec des bénévoles aux élèves et aux étudiants. Et là, j'ai dit que c'est ancré dans la société parce que déjà dans la culture, la culture amazigh, on parlait du tiwizi et tiwizi c'est une pratique sociale qu'on utilisait lors des actions agraires, c'est-à-dire que si tu as une opération à faire, c'est toute la communauté qui se joint à vous pour pouvoir réaliser votre travail et vice-versa par la suite, une fois quelqu'un d'autre en a. Et donc la solidarité, qui est une valeur universelle, est ancrée dans la société marocaine, je dirais tout simplement, c'est un levier qu'on a su instrumentaliser. Deuxième facteur, c'est le facteur organisationnel. C'est vrai qu'au moment des crises, on a besoin de structures agiles, souples, adaptées à la gestion de l'urgence. Le Maroc, c'était un peu spécial. Au moment où on est en train de décentraliser et de régionaliser et de territorialiser, on a recentralisé au moment de la crise. Et on a créé un comité central, mais
ce qui était extraordinaire, et c'était le génie marocain, c'est qu'au niveau territorial, au niveau local, c'est plutôt les autorités et l'affaire du ministère de l'Intérieur et les autorités locales. C'était une chose, moi, personnellement, que j'ai beaucoup appréciée parce qu'ils sont très efficaces en termes d'exécution des ordres parce que la relation est beaucoup plus hiérarchique. On n'a pas besoin d'une structure aplatie, transversale dans des moments pareils. Donc, c'était un modèle de structure hybride qui a permis d'aller de l'avant. Troisième élément fondamental, c'est celui de l'apprentissage. Et je crois que l'État marocain a une ADN qui permet de mieux comprendre le mouvement et le comportement des Marocains lors des moments difficiles. Et le fait d'avoir cet ADN nous a permis aussi de mieux gérer, et c'est un facteur, je dirais, humain et organisationnel. Sinon, pour être résilient, il faut aussi de la diversité. Les Marocains disent l'équivalent en français, c'est il ne faut jamais mettre ses œufs dans un même panier. Et l'innovation du tissu économique, on a créé des vabettes, des masques à 0,80 dirhams très rapidement. Et je crois que les perspectives pour le Maroc et les territoires marocains, c'est essentiellement plus de cohésion sociale, qui était normalement dans nos communautés et nos sociétés avant, et on commence à la perdre. Plus de discipline, on a eu du mal à être discipliné et à respecter un certain nombre de mesures, et plus de recherche scientifique. Je vous remercie. Merci. On passe maintenant directement à Frédéric Raymond, donc directeur général, Place aux jeunes en région Québec. Frédéric. Bonjour, merci à tous. Merci Hassan, ça fait extrêmement plaisir d'être là aujourd'hui. Merci à l'Africa Place Marketing d'avoir pensé à Place aux jeunes en région, une initiative québécoise, et de voir peut-être comment ce modèle-là québécois peut s'inscrire dans le thème de la journée ou de cet avant-midi sur l'évolution et les crises des territoires. Voilà. Je vois le temps qui m'est imparti. Je vais essayer de ne pas parler trop vite parce qu'il paraît que j'ai un léger accent québécois. Donc, on y va dès maintenant. Donc, Place aux jeunes en région, c'est quoi? C'est tout d'abord une initiative qui vise à favoriser l'attraction, l'intégration et la rétention des jeunes de 18 à 35 ans, et ce, partout en région au Québec. Hier, en introduction, Christophe Allot parlait que le marketing territorial, ce n'est pas seulement d'attirer les gens, mais bien de les ancrer dans le territoire. Donc, c'est une grande partie du travail que nous, on fait au Québec, c'est-à-dire de les accueillir et également de faire en sorte qu'ils restent dans nos régions. Mais pourquoi avoir créé une organisation comme ça? Vous savez comme moi qu'on est très bon pour réagir au moment de la crise et on est rarement bon pour prévenir les crises. Donc, nous, on savait déjà depuis les années 60-70 que nos régions étaient en train de se vider de nos jeunes et de sa population. En plus, le Québec, on a une démographie qui est complètement différente de celle du Maroc. Je me suis amusé hier à sortir des chiffres un peu là, de comparaison des deux pays. Là. Bon, premièrement, au Québec, on est 8 millions d'habitants. Au Maroc, vous êtes 35-40 à peu près. Nous, on occupe un territoire qui est peut-être 3 fois plus grand que celui du Maroc, incluant la partie saharienne. Au niveau démographique, les jeunes au Maroc représentent entre 25 et 30 de votre population. Au Québec, c'est en bas de 15 %. Donc, vous voyez que la portion de jeunes au Québec est beaucoup plus rare qu'ici au Maroc. L'âge médian au Maroc, 30 ans. Au Québec, 42. Donc, vous voyez là, que des courbes de population font en sorte qu'au Québec, notre population est très, très vieillissante. Et des jeunes, on n'en a pas tant que ça. On n'en a pas beaucoup. Et il y en a plusieurs d'entre eux qui ont quitté les régions, et ça depuis longtemps. Donc, déjà en 1990, on se rendait compte qu'il y avait entre un jeune sur 3 et un jeune sur 4 qui quittaient l'ensemble des régions pour aller vers les grands centres et ne retournaient pas en région. Donc, vous comprenez que déjà dans les années 80, c'était des annonces que des villages étaient pour fermer par centaines et
et que certaines régions étaient pour ne plus être occupées au Québec. Et donc, c'était une problématique qu'on vivait à l'époque. Donc, vous voyez, je parlais de démographie, là, les jeunes en 30 ans, ils ont diminué de moitié dans la population active. Et avec ça, ça nous amène en plus un grave problème de ce qu'on a au Québec, on a un grave problème de pénurie de main-d'œuvre et surtout en région. Donc, ça a amené des gens à créer, dès début 1990, à créer des projets Place aux jeunes en région. Fait que sur quoi je veux mettre l'emphase là-dessus, c'est surtout au début, 1990, c'est 3 initiatives locales, donc de petites communautés qui sont à peu près des grosseurs des départements français. On en a entre 90 et 100 également au Québec comme en France, mais ces territoires-là accueillent ou soutiennent à peu près une population de 10 à 15 000 personnes. Hier, M. Marchand nous présentait la Manche où son département contient à peu près 500 000 personnes. Fait qu'on voit qu'on n'est pas au même niveau. On a un très grand territoire, mais peu d'individus. Et donc, c'est des initiatives locales, donc d'entrepreneurs régionaux, locaux, de gens de la société civile, d'élus qui sont mis ensemble en se disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener nos jeunes ?» Et donc, de fil en aiguille, on disait hier, des fois, les projets, il ne faut pas faire des copier-coller. Bien, je pense que le copier-coller, on l'utilise dans la vie, vous l'utilisez dans votre travail, c'est bien, mais il faut l'adapter à son contexte. Et donc, en prenant les projets Place aux jeunes qui visaient à faire des activités pour ramener les jeunes en région, leur faire rencontrer des employeurs, leur faire redécouvrir le territoire, c'est comme ça que de fil en aiguille, plusieurs projets ont vu le jour. Et en 2009, à peu près 10 ans... pas 10 ans, mais 20 ans après, il y a eu une organisation nationale qui a été créée pour fédérer l'ensemble de ces projets-là. Si bien qu'aujourd'hui, on s'occupe de 83 projets Place aux jeunes distribués partout au Québec. Et il faut savoir que ces projets-là sont tous menés par les communautés locales. Moi, dans le fond, les gens qui travaillent là, j'ai une centaine d'agents sur ces territoires-là, mais ce ne sont pas mes employés directs. Ce sont des personnes qui travaillent pour les communautés locales dans des organismes locaux. Donc, on travaille, on en parlait tout à l'heure, d'agir à plusieurs échelles différentes. Nous, on agit à 2 échelles, une échelle qui est plus d'ordre national, une échelle qui est plus locale. D'ordre national, ce qu'on fait, nous, on utilise le marketing pour vendre les régions du Québec, c'est-à-dire d'essayer d'attirer les jeunes, de les sortir de la ville pour aller occuper des emplois, s'installer en région. Donc, on fait différentes initiatives en ce sens. Donc, d'ailleurs, on a changé notre image de marque dernièrement avec une petite firme, La Dimension Humaine, qui s'appelle Récréation. Et nous, l'ensemble du marketing qu'on fait est basé sur 3 grandes stratégies. La première, c'est démystifier les régions, faire en sorte que les gens connaissent mieux ces régions-là, ses possibilités. La deuxième grande stratégie, c'est y aller au niveau de l'emploi, s'assurer que les jeunes qui vont quitter les grands centres, ils vont y aller pour un emploi durable. Donc, nous, je n'ai peut-être pas accès assez là-dessus, mais nous, c'est pour ce qu'on appelle des migrations durables, faire en sorte que les jeunes, ils vont rester en région et non pas juste aller travailler dans une région et revenir le soir en ville, des choses comme ça. Et bien sûr, la troisième stratégie, c'est de pouvoir démontrer l'ensemble des services qui sont offerts pour accueillir ces jeunes-là et les retenir sur le territoire. Je passe vite là-dessus parce que ce n'est pas sur le marketing que je veux vous entretenir plus. Et donc, on a bâti ce site Internet avec la firme Locomotive sous les mêmes stratégies, et je vais vous en reparler un peu plus tard du travail qui a été fait au niveau du CMS, qui est, ma foi, des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont très, très importantes dans la gestion d'un système comme ça. Donc, vous pouvez voir là, un peu les actions qu'on a portées pour faire connaître les territoires, pour mettre en valeur les offres d'emploi. On fait également différents outils ludiques pour les jeunes, pour apprendre à démystifier les régions, à les connaître. Donc, ici, on appelle ça la boussole des régions. Donc, c'est simplement un petit questionnaire ludique de 10-15 questions qui permet aux jeunes de pouvoir établir leurs besoins, leurs aspirations, et après ça, de voir quel territoire peut offrir ces choses-là. Le but étant d'associer le bon jeune avec le bon territoire. Et maintenant, d'un niveau plus local, donc au niveau national, comme je vous ai dit, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la promotion de l'ensemble des régions. Mais maintenant, on a entre 80 et une centaine d'agents et d'agentes partout en région qui, eux, vont vendre leur territoire, vont faire du marketing pour leur propre territoire.
Et donc, eux aussi ont 3 grands rôles. Le premier rôle, c'est un rôle d'acquisition de connaissances, de diffusion de l'information et de mobilisation du milieu. Comme je vous disais, ces personnes-là appartiennent à des organisations locales et sont très implantées dans le milieu, donc ils deviennent la référence pour les jeunes qui souhaitent aller dans leur région. L'autre grand rôle, c'est d'organiser des activités, donc différents types d'activités, autant des activités pour attirer les jeunes que pour les intégrer et que pour les retenir. Donc, nous, on appelle notre activité phare, s'appelle les séjours exploratoires. Donc, c'est des séjours qu'on fait avec les jeunes sur mesure, bâtis pour eux autres, un jeune à la fois. Donc, à savoir, on va recevoir un groupe et là-dedans, il y a des jeunes qui étudient en marketing territorial ou qui sont ingénieurs ou qui sont mécaniciens. Donc, on va bâtir des séjours et faire en sorte que ces jeunes-là puissent rencontrer des employeurs relatifs à leur milieu, qui puissent rencontrer des gens de la société civile ou associatifs pour des thèmes qui leur plaisent. Le troisième rôle des agents, c'est un soutien individuel à distance. Donc, ces jeunes-là vont être nécessairement, quand ils s'inscrivent dans la plateforme, ils viennent en contact avec un de nos agents sur le territoire pour pouvoir les aider, que ce soit, bon, vous savez, des fois, il peut y avoir soit le conjoint ou la conjointe qui vient avec la personne qui s'est trouvé un emploi en région. Donc, on va aider ce conjoint, cette conjointe-là à trouver un emploi. S'il a besoin d'une crèche, si les deux parents travaillent, s'ils ont besoin d'un logement ou de l'immobilier, des choses comme ça. Donc, on les suit vraiment un par un. Ce qui m'amène à parler au système de gestion. Parce que ça, il faut comprendre que dans un système national comme ça, où on a 80 agents, nous, présentement, dans notre système, on a environ 70 000 jeunes et 25 000 employeurs dedans, et j'ai 80 personnes qui travaillent en même temps à suivre l'ensemble du parcours de ces jeunes-là pour essayer de les amener dans une région. Et comme je disais tantôt, le but, c'est d'associer le bon jeune avec la bonne région. Next. Hello. Je ne sais pas si j'ai un problème, mais je ne suis pas capable de changer. Bon, merci. Et donc, peut-être un peu de résultats au courant de la dernière année, un peu ce que ça peut donner. Nous, c'est 5 000 jeunes environ qu'on accompagne annuellement, entre 7 et 8 000 jeunes qu'on accompagne de façon individuelle. Puis il y en a à peu près entre 1 500 et 2 000 qui choisissent d'aller s'installer en région de façon durable, ce qui fait en sorte qu'au cours des 10 dernières années, c'est à peu près 15 000 jeunes qu'on a réussi à ramener dans nos territoires. Et ce qui est important de savoir de ça, c'est qu'il y a 94 % de ces jeunes-là qui sont encore dans nos régions. Donc, je ne peux pas dire qu'ils sont nécessairement dans la première région à laquelle ils ont déménagé la première fois, mais ce que je peux dire, c'est que c'est sûr qu'il y en a 94 % qui ne sont pas retournés en ville. Donc, c'est ça qui est important pour nous. C'est ça qui est important dans le cadre de la crise, de pouvoir ramener des jeunes et de contrer l'exode rural. Et c'est quoi l'impact que ce projet a eu? Dans le fond, présentement, le projet, il permet de combler de moitié l'exode rural qu'on voyait au départ. Et ça, je vous rappelle que c'est une initiative de 3 petites communautés de 5 à 10 000 personnes qui ont décidé de faire un projet. Et par la suite, d'autres gens ont décidé de repliquer ce modèle-là et l'adapter à leur sauce régionale ou locale. Et donc, c'est ça, dans le fond, nous, ce qu'on fait, l'important qui est à retenir aussi là-dedans, c'est que nous, on accompagne des jeunes, un à la fois, parce que c'est comme ça qu'on réussit à faire en sorte qu'on ne veut pas juste faire du marketing de masse pour être beau, être impressionnant. On veut s'assurer que les jeunes, ils vont venir en région, ils vont s'ancrer et ils vont rester. Merci. Merci. Merci, Frédéric. On passe notre intervenant, Jean-Philippe Gros, directeur général Mission Attractivité Hauts-de-France, Comité régional du tourisme et des congrès. Bonjour à tous, merci de me faire partager vos travaux. Et je ne sais pas pourquoi, mais le mot résilience était attaché aussi à mon parcours professionnel, aussi à une partie personnelle. Et donc j'ai été confronté à travailler pour des territoires fragilisés. Mon premier poste était à Vichy. Mon deuxième était donc pour la Picardie, le troisième pour la région des Hauts-de-France. Et donc, ça m'a effectivement confronté à cette question clé. Monsieur le professeur, vous avez dit le mot clé, vous avez lâché le mot en introduction, qui est le mot transcendance. Voilà. Et je vais peut-être essayer de présenter ce qui est peut-être une démarche de transcendance. Et je vais faire appel, Vincent, tu as fait appel à la mythologie.
eh bien moi je ferai appel aussi à la psychologie. Je vais faire appel à Jung et à Einstein, parce que il ne peut pas y avoir de résilience s'il n'y a pas un niveau de conscience qui est élevé au-dessus de la situation, du drame ou des difficultés vécues par le terrain. Donc il y a un élément extrêmement important, c'est le niveau de conscience. Et en tant que technicien des territoires, nous devons être capables d'élever notre niveau de conscience pour pouvoir diagnostiquer et mettre en œuvre les solutions. Mon propos, il est en 3 étapes. La première, je voudrais vous dire pourquoi nous sommes aujourd'hui dans une économie de la transformation. Et que le plus haut niveau de valeur dans lequel nous pouvons inscrire nos territoires, nos entreprises, cette économie de la transformation. Ça tombe bien parce que le visiteur, après les 3 R, qui étaient donc rupture, retrouvailles, ressourcement, nous passons maintenant à la phase post-Covid, au 4e R, qui est réalisation de soi. Donc la transformation à opérer, rupture, ressourcement, retrouvailles et réalisation de soi par rapport à l'économie touristique. La deuxième, notre travail est venir d'éclairer l'inconscient collectif. Remarquez comment dans le processus souvent de résilience, ce processus est d'abord marqué par des expériences successives de traumatisme. Comment allez-vous lire le sens de ces expériences successives, de ces scénarios répétitifs? Et là, on va faire appel à votre conscience individuelle et à franchir un stade de niveau de conscience avec 2 outils que j'ai pu expérimenter à titre professionnel et au niveau de mon équipe, qui me semblent particulièrement efficaces pour arriver à cette phrase clé: une victoire privée précède toujours une victoire publique. Donc, le premier step vers la résilience du territoire, c'est votre victoire privée. C'est l'élévation, le franchissement de votre niveau de conscience. Et on va voir comment est-ce qu'on peut l'opérer. Et puis, quelles conséquences pour l'évolution du marketing? Alors, je ne dirais pas vers un nouveau marketing, mais plutôt vers l'évolution du marketing, l'enrichissement du marketing. Quel est le contexte? Eh bien, le contexte aujourd'hui, c'est bienvenue dans l'économie de la transformation, le plus haut niveau de valeur de création de valeur économique. Est-ce que votre économie touristique se situe au niveau des services? C'est-à-dire, on a un restaurant, on a de l'hébergement et un petit déjeuner, point. Ou est-ce que vous allez jusqu'à la segmentation, comme nous l'a brillamment montré aussi Vincent Paul, et jusqu'à identifier des besoins spécifiques et apporter des solutions à vraiment une transformation qui est souhaitée par les segments que nous a présenté Vincent Paul, où il y avait un besoin de trouver un job, de trouver un environnement pour pouvoir s'exprimer et se réaliser. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde aujourd'hui la notion d'expérience, une expérience, elle répond d'abord à un besoin de transformation de notre segment, des segments choisis. Donc votre job, notre job, c'est d'abord de dire, par rapport à la segmentation en marketing et les segments que vous choisissez de préempter en priorité, quelles personnes vos clients veulent-ils devenir, comment pouvez-vous les y aider? Et là, on fait une segmentation en marketing, on vient éclairer donc les segments et on se rend compte qu'en fonction du contexte du séjour, si on est entre amis, si on est en couple ou en famille, eh bien, nos besoins de transformation ne vont pas être exactement les mêmes. Si je suis en couple, eh bien, on va vouloir repartir plus amoureux qu'en arrivant. Si on est en famille, eh bien, plus unis, avec des souvenirs partagés. Si je suis seul et fatigué, plus ressourcé, plus détendu. Voilà. Donc on a fait ce travail-là à l'échelle des Hauts-de-France, que de bien comprendre quels étaient les besoins. Et notre job n'est pas de trouver de nouveaux clients. Notre job est d'abord d'élaborer des solutions à partir des besoins de transformation. Et je vous garantis que vous élaborez des solutions, le marché captera vos solutions à une vitesse et à un niveau supérieur à ce que vous pouvez imaginer. Mais on va le voir, ça va être lié à votre puissance d'intention. Tu as parlé de prendre soin, Dana. On a parlé aussi tout à l'heure aussi d'intention. Moi, je parlerai en même temps d'amour par rapport à nos cibles aussi. Et c'est la plus belle des énergies pour pouvoir construire des solutions. Donc, à partir de là, aujourd'hui, notre mission au niveau du CRTC des Hauts-de-France,
c'est vraiment de contribuer au ressourcement, au dépaysement, au renforcement des liens des visiteurs, et en incluant aussi, bien sûr, en premier lieu les acteurs, parce qu'on souhaite qu'ils soient des complices de la transformation des besoins des visiteurs. Et notre job, notre mission au CRTC, et ce qu'on aime faire, nous, c'est notre art de prendre soin haut et fort, avec générosité, avec convivialité, avec surprise. C'est ce qui nous rend heureux. Parce qu'on a connu des difficultés dans notre histoire, et à partir de là, on est sensible au trauma de l'autre, au stress de l'autre, aux difficultés de maintenir une famille unie aussi. Et donc on a de la volonté de créer des souvenirs et faire que des gens repartent de chez nous en ayant vécu la transformation qu'ils souhaitaient, dont ils pouvaient rêver. Donc comment on met en action concrètement cette transformation? Eh bien, on part d'un diagnostic. Quelles sont les potentialités de nos cibles, de nos segments, de nos offres par rapport aux besoins des segments? Comment on va designer l'expérience? Et ce qui différencie une expérience d'un service, c'est 4 éléments simultanés. Premier temps, l'émotion. Quel va être le pic émotionnel de l'expérience? La personnalisation. La mémorisation, si on part en vacances, c'est pour avoir des souvenirs au retour. Et la transformation à opérer. Et en fonction des segments, on voit que les espaces-temps, ces 4 espaces-temps, la combinaison va être différente, la hiérarchisation va être différente par rapport aux besoins qu'a transformé. Mais je vous garantis que si vous, avec votre expertise de la cible, votre expertise de votre territoire, vous œuvrez à créer cet espace-temps de transformation et le mettre en scène, eh bien, le marché va réagir. Donc, vos questions à vous poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour développer le divertissement? Qu'est-ce que je peux faire pour développer les découvertes? Qu'est-ce que je peux faire pour développer la contemplation passive? Et qu'est-ce que je peux faire aussi pour proposer du dépaysement actif? Et vous voyez bien que le touriste qui fait une expérience, c'est qu'on franchit dans un même séjour différents espaces-temps. Mais ce qu'il faut, c'est que la construction de ces espaces-temps soit compatible avec le besoin du segment qui a été identifié. Alors, l'exemple que je vais traiter, c'est le bassin minier qui est en région de Hauts-de-France, qui est un territoire qui a vécu tout au long de son histoire de lourds traumatismes depuis la Première Guerre mondiale. C'était en plein sur la ligne de front, donc des destructions, des bombardements, des invasions, de l'occupation. Ensuite, ça a été les coups de grisou dans la mine. Voilà. Ensuite, ça a été bien sûr les mineurs qui, à l'âge de 40 ans, mouraient. Voilà. Et puis, ça a été aussi l'abandon, parce qu'on avait tout fait pour pouvoir maintenir cette main-d'œuvre sur le territoire, pour la rendre même presque dépendante. Hein, du jour au lendemain, les Houillères de France décident de fermer la mine. Donc, ce sont des gens qui ont vécu de plein fouet la blessure de l'abandon, avec un sentiment d'humiliation, de rejet, d'abandon. Et c'est un territoire où on passe très rapidement de l'ombre, de ce sentiment-là, à la lumière. Allez au Racing Club de Lens, allez dans les tribunes et vous allez vivre un sentiment, une émotion. Voilà. Parce que là, il y a une ferveur, il y a des gens qui vont chanter à l'unisson, une forme de fierté d'appartenance. Donc on passe d'un contexte d'infériorité à quelques instants à la célébration d'une fierté d'appartenance. On aime la convivialité, on a vécu effectivement l'humiliation, on a vécu l'abandon et on aime prendre soin des gens. Notre gastronomie, la bière aussi fait partie de ces marqueurs de générosité. Et donc c'est aussi, pour ça c'est un territoire, il y a beaucoup de micro-brasseries, on les fait visiter et les gens peuvent découvrir et même réaliser leur propre bière. Et puis, ces terrils qui étaient des lieux de souffrance, hein, c'était le charbon, on en a fait nos pyramides. Aujourd'hui, ce sont des lieux qui sont des lieux où on vient se divertir, on vient prendre soin de soi, de son oxygène, de sa respiration, de son corps. Et c'est un lieu où on fait des courses de trail à une échelle européenne, où des champions viennent aussi s'entraîner sur ce lieu-là. Et puis des moments de contemplation, aussi de la beauté, notamment avec le Louvre-Lens, voilà, qui est un lieu aussi qui vient apporter cet esthétisme, voilà, sur ce territoire. Donc, pour construire vos expériences, avoir en tête qu'elles doivent être pas exigeantes, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment globales. Elles sont en même temps, elles sont un fil rouge qui est d'œuvrer à une transformation. Elles sont en même temps personnalisables. Elles sont spectaculaires,
avec des émotions, et elles ont cette fonction-là de transformer un besoin fondamental. Alors nous, on travaille sur nos marqueurs, qui sont des marqueurs profondément humains, et voyez comment nos marqueurs et nos valeurs nous conduisent généralement aujourd'hui à venir avoir cette attitude naturelle à prendre soin de l'autre, et à aimer prendre soin de l'autre. Ça se traduit à travers un magazine qui fait aujourd'hui plus d'1 million de lecteurs, qui compte 194 000 abonnés, donc c'est presque autant ou sinon plus que la presse quotidienne régionale locale, qui a un impact économique de 22 millions d'euros par an. Ça se traduit par une plateforme week-end où nos expériences remontent sur la plateforme avec une progression de 25% régulière. En Covid, on ne progresse que de 11%, mais on progresse quand même. Et notre objectif est de faire 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. L'objectif fin novembre, il est déjà dépassé et on fera donc au-dessus de 4 millions. Donc on voit bien, quand je vous disais tout à l'heure qu'on crée des expériences, comment le marché, quand vous travaillez sur la solution avec intention, avec amour, avec cette volonté de transformation, le marché réagit très vite. Puis, il faut embarquer, c'est un écosystème, c'est une démarche d'écosystème, donc il faut embarquer aussi, en même temps aussi, les acteurs, les hébergeurs, pour qu'ils soient les complices de cette transformation. Il faut qu'ils la vivent. Donc moi, dans mon équipe, une fois par mois, mes collaborateurs ont une expérience bien-être sur le territoire. Sylvothérapie, équithérapie, ils vivent les choses pour pouvoir après l'écrire, en parler avec la presse, faire les vidéos, faire les contenus. Et demain, il faut aussi que les hébergeurs, les professionnels du tourisme du territoire vivent ces expériences pour pouvoir en parler et avoir envie de les faire partager. Et de même, si je me sens bien dans mon job, j'ai toutes les conditions pour que je puisse effectivement bien accueillir mes clients. Donc ça se joue à 3, l'expérience client, le manager, le collaborateur et le client. On a aussi voulu, post-Covid, exprimer cet art de prendre soin en créant plus de 1000 rendez-vous bien-être chaque semaine sur une plateforme. Les habitants peuvent choisir quels sont les rendez-vous bien-être le week-end ou en semaine le plus proche de chez eux. C'est pour vous montrer à quel point est-ce que quand on connaît la blessure d'un territoire, on peut être dans une transcendance en y apportant une forme de vocation, parce qu'en travaillant la blessure de l'abandon, de l'humiliation et du mal-être, la meilleure transcendance et résilience, c'était d'œuvrer pour le bien-être de soi et des autres. Mais prendre soin en résilience, ça commence déjà par prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et après, prendre soin de la planète, parce qu'on voit bien qu'on est interdépendants et que pour qu'il y ait des émotions, il faut aussi prendre soin de l'environnement qui est le théâtre, le décor des émotions. Et donc, je rejoins complètement ce que tu as dit, Soumia, sur cette notion de douceur et d'art de prendre soin, à commencer à s'appliquer par soi-même. Donc, quelle est la mission de votre territoire par rapport à ces blessures? Quelle transformation le client va-t-il devenir et comment vous allez pouvoir harmoniser mission de votre territoire où il y a un talent fort et en même temps aussi la connexion, la transformation pour les besoins de vos clients. Pour ça, je voudrais vous mettre en dialogue avec 2 approches. Je vais en présenter qu'une seule, qui sont les archétypes. Et là, je vais convoquer Jung à venir nous rejoindre, parce que Jung a théorisé les archétypes. Et un archétype, c'est notre inconscient. On est né avec. Ce sont des pensées qui ne sont pas vécues à travers notre expérience personnelle, mais elles sont néanmoins présentes dans notre inconscient, en permanence. Alors ces expériences-là, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très concret, elles ont été socialisées par un thérapeute avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant une année, qui est Bernard Chaumeil. Vous allez voir sur YouTube aussi des tutoriels de lui. Il les a complètement formalisés, socialisés. Eh bien, à titre d'exemple, joie, tristesse, on ne sait pas pourquoi, on vit ça, paix, conflit, bien-être, mal-être, famille, abandon, lâcher prise, résistance, confiance, peur. Lorsque votre territoire est confronté à des expériences successives, essayez de relier ces expériences successives à quel type d'archétype. Parce que si moi je travaille le mal-être, on prend l'exemple de la pandémie, la crise sanitaire, où on est en plein dans l'expression d'un mal-être, en réalité ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accède, je travaille le bien-être. Si je me sens faible, ça veut dire quoi? C'est que je suis en train de travailler ma force. Et que le sens d'une blessure, c'est de comprendre qu'elle est en train de nous
contacter, de nous mettre en relation avec le talent qui est en nous et qui est dans le territoire pour pouvoir l'exprimer à une dimension supérieure. Donc, quels sont vos archétypes personnels? Ça prend quasiment 20 minutes pour se connecter à ces archétypes. Et en même temps, quels sont ceux de mon territoire? Et comment je peux comprendre que lorsqu'il y a une crise, il y a un traumatisme, quelle est la réponse qui transcende et que je vais pouvoir opérer. Et dans l'inconscient collectif, avec les bons mots, automatiquement, ça va résonner, ça va entraîner. Et donc, il est capable pour nous, à l'échelle de Hauts-de-France, pour être concret, on travaille à un archétype qui est profond, qui est la notion de famille, d'abandon, la notion aussi d'absence de reconnaissance, voilà, parfois même d'humiliation. Eh bien, on vient, au contraire, ça vient nous amener vers notre capacité à aller vers la reconnaissance et aller vers le bien-être. Maintenant, quelles conséquences pour le marketing? Eh bien, si je devais, moi, faire un peu une radiographie des évolutions en marketing, à ce stade, je ferais 4 étapes. Le marketing produit, voilà. Le marketing après la demande, orienté donc client. Ensuite, le marketing vraiment orienté sur la partie des valeurs partagées. On est passé après au marketing sur la data. Et bien maintenant, je pense qu'on est sur un autre marketing, enfin, qui vient enrichir le marketing, qui est le marketing du sens et de l'engagement. Et Lionel, je retrouve complètement dans la notion de tourisme bienveillant, cet engagement-là aujourd'hui qui est traduit de façon extrêmement concrète par ce pouvoir de l'intention. C'est l'authenticité. On n'est plus uniquement dans la communication. Et là, je vous rejoins tout à l'heure par rapport au propos introductif. On est dans la transformation. Et donc, est-ce que je suis dans l'incantation ou est-ce que je suis dans la transformation? Et pour pouvoir opérer cette transformation-là, eh bien, je vais m'appuyer sur une forme d'alignement entre qui je suis, mon territoire, mon équipe, et cet inconscient collectif qui va pour moi d'être presque un appui pour pouvoir déployer, faire adhérer et déployer. C'était tes différents stades que tu as présentés, Soumia. Et à partir de là, on est vraiment sur la notion de mission. Et moi, j'aimerais vous connecter avec un outil puissant dans lequel vous allez souvent vous reconnaître avec, pas forcément tous les 7 visages, mais avec 3 ou 4, c'est la puissance de l'intention. Eh bien, voilà, moi, aujourd'hui, je prends l'exemple de la créativité. Eh bien, c'est la créativité des expériences. La bonté, c'est la générosité. C'est le fait de faire les choses avec amour. Amour de son métier, amour de son territoire, amour de ses clients, amour de son équipe. Voilà. Avec cette notion en même temps aussi de générosité. Et ça crée automatiquement une réceptivité par rapport au public, et ça crée l'expansion, parce que ces notions-là de créativité, d'amour, de bonté, elles ne sont pas limitées, elles sont exponentielles, comme votre créativité, comme votre force de l'intention. Donc aujourd'hui, on est vraiment au cœur de ce marketing de la résonance, parce que ça vient aussi toucher l'inconscient collectif, parce que vous avez travaillé sur un niveau de conscience supérieur, vous avez décrypté le sens de ces blessures et vous y apportez la dynamique positive. C'est le passage de l'ombre de la blessure à la lumière, au talent, à la force, à l'expression de l'ADN et de la mission du territoire, mais qui est rendu conscientisé par la vôtre et celle de votre équipe. Automatiquement, il y a adhésion. En conclusion, peut-être si je devais formaliser les choses, il y a 3 stades. Le stade du portrait identitaire, d'abord qui nous sommes. Et là, vous venez identifier des marqueurs, des valeurs, des traumatismes, des blessures qui vous amènent vers la 2e étape. Quels sont les archétypes? C'est-à-dire en quoi l'inconscient collectif de mon territoire est à l'œuvre et comment moi, dans ma responsabilité, c'est que je fais passer, grâce à mon niveau de conscience, je fais passer le territoire de sa situation d'un archétype ou d'archétypes qui sont dans la partie plutôt de l'ombre, de la souffrance, à l'archétype du rayonnement et du talent. Et là, c'est votre puissance de l'intention qui va pouvoir permettre de pouvoir le concrétiser. Et en conclusion, il y a 2 outils que j'ai pu tester au plan personnel et que j'ai fait partager à mon équipe, qui est d'abord, bon, bien sûr, les archétypes, et il y en a un qui est très fort, qui s'appelle le design humain, qui commence à rentrer dans l'entreprise de plus en plus, et c'est une démarche qui vise qui est très rapide, hein, c'est
ça prend simplement peut-être 1h30. Vous vous connectez vous-même à vos propres talents conscients et surtout non conscientisés. Et vous donnez un autre sens à ce que vous vivez au sein du territoire et vous comprenez mieux même quel est votre ancrage, votre rôle par rapport à la problématique du territoire. Donc, comme disait Einstein, pour trouver une solution à un problème, il faut franchir un autre niveau de conscience par rapport à celui où le problème est posé. Et c'est pour ça que je vous disais qu'une victoire privée précède toujours une victoire publique. Donc la blessure, elle est aussi révélatrice du talent, du territoire, de sa vocation, de sa mission. Voilà. Et au plan personnel, eh bien moi je vous souhaite de découvrir aussi vos archétypes, la dimension positive de vos archétypes. Et je terminerai avec une citation je crois que c'était Nietzsche qui a dit, et on comprend mieux le sens de cette phrase, que la plus grande aventure humaine, c'est de pouvoir devenir soi-même, c'est-à-dire renaître à soi-même, se libérer de ses souffrances et à partir de là, de pouvoir être dans le rayonnement pour soi, pour les autres et pour le territoire pour lequel on travaille. Merci beaucoup de votre attention. Voilà. Merci Jean-Philippe, merci pour cette présentation d'inspiration et de transcendance. Voilà. D'accord. D'accord, donc on passe à la... Oui. J'avais fait un travail, j'avais interrogé une thérapeute qui spécialise dans l'accompagnement psychologique de personnes qui ont vécu un traumatisme. Alors ça dure 4 minutes, hein, mais elle peut nous témoigner quel est l'accompagnement individuel et nous, au terme de cette table ronde, voir quelle est la connexion qu'on peut faire entre un processus de résilience personnelle et celui d'un territoire. D'accord, merci. Merci Jean-Philippe. La résilience, c'est un ensemble de processus internes et externes qui permettent au sujet blessé ou au groupe blessé ou à la société blessée de reprendre son développement et qui fabrique un nouveau moi. Et ça ne peut se faire que grâce à autrui et par autrui. On peut effectivement l'appliquer pour un territoire, puisqu'un territoire, c'est une zone géographique habitée par des individus. La résilience d'un territoire, c'est aussi le rapport que les citoyens, les habitants entretiennent avec leur espace écologique, avec leur écosystème, mais aussi avec l'histoire qui a créé et façonné le paysage, que ce soit des constructions, que ce soit des cataclysmes, que ce soit des cicatrices. Un territoire, ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est un organisme vivant, sauf qu'il est pluriel, et que je pense que toute la difficulté justement pour le faire vivre, c'est de tenir compte de toutes les composantes. Donc là, on est vraiment dans l'idée d'Edgar Morin, hein, la complexité du monde, c'est-à-dire que le travail consisterait justement pour amener une résilience, ce qu'on pourrait appeler une résilience des territoires, consisterait à tisser ensemble des problématiques écologiques, d'urbanisme, culturelles, sociétales, etc. Et que chaque discipline pourrait interagir sur l'autre. Alors que malheureusement, souvent, chaque champ reste dans son périmètre d'expertise. Alors bien sûr, c'est plus compliqué de travailler comme ça, mais en même temps, les exemples qui existent de villes, par exemple comme Edley, ont fait ce travail-là, c'est-à-dire que ça fonctionne parce qu'ils ont pensé tous les facteurs en même temps, et surtout, je pense que la dimension essentielle, c'est qu'ils l'ont pensé sur le mode participatif. Donc l'idée ne vient pas d'une institution étatique ou autre. L'idée vient des personnes qui sont concernées, et ce sont les personnes qui sont concernées qui co-construisent leur territoire de rêve. En fait, un territoire ne peut pas survivre s'il n'est pas un territoire de rêve. On peut citer Détroit, par exemple, la ville complètement déserte par la faillite des industries, et la crise des subprimes, etc.
plus tard, eh bien, aujourd'hui, c'est la ville verte, puisque les groupes de citoyens se sont fédérés, soutenus par des associations, et aujourd'hui, c'est un potager géant où voilà, et avec l'idée aussi de soutenir les plus défavorisés qui du coup peuvent acheter de la nourriture, etc., etc. Donc c'est un formidable exemple qui montre que quand les citoyens se fédèrent autour d'un rêve, eh bien, ils arrivent à en faire un projet. C'est, Cyrulnik qui dit que tout rêve d'avenir métamorphose la façon dont on vit le présent. L'idée, c'est que le territoire interroge tous les gens, parce que le problème, ce sont les invisibles, ceux qu'on n'appelle jamais, ceux à qui on ne demande jamais leur avis, alors que ce soit dans le monde rural ou dans le monde de l'industrie ou les différentes tranches d'âge aussi. Il y a des processus de résilience déjà actifs. L'idée, c'est plutôt de les fédérer et de les mettre en lumière pour que ça puisse produire des choses, je dirais, de plus grande ampleur. Il faut à la fois relier les différences et développer les différences pour faire quelque chose d'unique. Merci, merci. Donc, pour gagner le temps, on va passer aux questions. Donc, 3 questions de l'audience. Et s'il y a des questions online, d'accord, on ouvre. Voilà, si vous pouvez mentionner votre nom, prénom, l'organisme ou l'organisation. C'est Brahim El-Hihi, je suis chef de division offre promotion de activité territoriale au sein du Centre régional d'investissement de Razafilat. Il y a le mot portrait identitaire qui apparaît dans l'intervention de Mme Dana et de M. Philippe Gold, mais j'aimerais poser la question. On parle d'identité, analyse identitaire ou bien portrait identitaire, mais de quelle identité s'agit-il? Est-ce que c'est l'identité passée, l'identité actuelle, réelle, ou bien le lien entre l'identité passée et l'actuel vécu? Et pour quelle finalité? Le lien entre une analyse identitaire ou bien un portrait identitaire avec la démarche marketing territoriale et une stratégie d'attractivité. Merci. Je vais dire juste quelques mots vraiment très courts sur la situation à Vitrolles, qui est assez, et je ne vais pas m'étendre parce que je sais qu'il y a un atelier qui, cet après-midi, va largement traiter de la question identitaire. Pour notre ville, c'est très particulier. C'est une ville qui s'est construite en 30 ans sur un modèle qui s'appelle le modèle des villes nouvelles, autour des grands axes autoroutiers, et c'est le principe des villes lisières. Donc ces villes-là n'ont pas d'identité unifiée. C'est des micro-identités, des micro-quartiers. Et en fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte que pour pouvoir nous projeter, il fallait que l'on sache d'où l'on venait. Et qui on était a été abîmé, a été entaché. Et c'est plutôt une démarche, je dirais, qui n'est qu'un prétexte pour nous, ce portrait identitaire, pour mieux voir où on peut aller et pour mieux orienter la stratégie à venir. Donc c'est un outil que nous abordons au moyen, comme on a pu le voir, d'enquête, de questionnement, parce que c'est le préalable dans la démarche. Il y a le diagnostic et le portrait identitaire. On commence par là, mais nos élus attendent que l'on puisse tout de même faire des choses. C'est pour ça que je vous disais, ça reste un laboratoire de fabrique. Oui, le portrait identitaire, c'est à la fois passé, présent, avenir. Et on parlera autant d'identité, de ce fait-là, que de personnalité du territoire ou des territoires. Le portrait identitaire en Hauts-de-France, il a été très intéressant parce qu'on l'a fait à l'échelle de la grande région et on pensait qu'on n'avait pas grand-chose en commun entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Et on a découvert, grâce au portrait identitaire, que nous avions 16 valeurs et 16 marqueurs identitaires communs à l'échelle de cette grande région. Et ça a vraiment été quelque chose, quand on parle effectivement de cette phase de pédagogie dont tu as parlé dans ton intervention, Soumia, c'était quelque chose d'une vraie révélation pour tout le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire un constat factuel, argumenté. On prend l'exemple de l'industrie, des clusters, des formations de pointe, et ça permet de pouvoir identifier des blessures, des failles, identifier des potentialités, ce qui après, pour la démarche après, de comprendre les dynamiques à opérer par territoire,
individuelle et en même temps globale, plus collective, à l'échelle d'une région. C'est un super matériau. Ce sont des nodés d'entrée qui permettent vraiment d'accrocher l'identité locale tout en travaillant à un ensemble régional. Je parle en tout cas pour la région des Hauts-de-France. Reconnaissance locale et fédération à une échelle régionale. Je m'appelle Iman Aziz, je suis une étudiante à l'UNCG de Casablanca actuellement. Donc ma question s'adresse à vous, Madame Soumia Dana, c'est par rapport à votre intervention. Lorsque vous avez évoqué, c'était dans le cadre de vos étapes de votre trajectoire, d'accord? Donc vous avez cité qu'il y avait un exemple très simple qui est sur l'identité, plutôt un exemple identitaire de la rue, mais vous n'aviez pas le temps de le développer. Donc est-ce qu'on peut en savoir plus, tout simplement? Je vous remercie. Alors, pour cet exemple-là, pendant la crise Covid, comme vous le savez, tout s'est arrêté, sauf les commerces dits essentiels, les commerces alimentaires. Nous avions sur la commune 5 marchés hebdomadaires, ce qu'on appelle les marchés à ciel ouvert. Ceux-là ont été fermés. Donc, le temps que la préfecture s'organise, on a vu alors un élan de solidarité qui est né dans une rue où quelques voisins, 2-3 voisins, se sont organisés pour faire travailler un producteur local et ont commencé à commander des cagettes de fraises. Et puis, très rapidement, ils se sont rendus compte que sur les réseaux sociaux, d'autres familles étaient intéressées. Et puis, ça a grossi. Et finalement, la livraison sur leur espace privé devant chez eux ne suffisait plus. Il y avait une diversité de produits et un effet qui les avait dépassés. C'est là, quand je vous disais, en tant que responsable de gestion de territoire, de l'occupation du domaine public, on a été amené à les accompagner pour qu'ils se structurent, qu'ils créent une association. Et ensuite, nous avons délivré des autorisations, des arrêtés d'occupation du domaine public en leur mettant à disposition un espace plus grand. On a géré le cheminement, les entrées, les sorties pour pouvoir sécuriser. On leur a apporté également une forte valorisation et visibilité au travers de nos outils de communication. Ce qui a permis à cette association en fait, de rassembler au final 440 familles. Mais au-delà de ça, ils ont commencé à inspirer d'autres communes du bassin qui se sont organisées de la même façon. Et du coup, il y a eu une économie de proximité qui est née, qui n'existait pas sur le territoire. Et je dirais qu'aujourd'hui, ils constituent un collectif puissant à nos côtés. Et on a monté des projets ensemble de plantation d'arbres. Après l'incendie avec les écoles, on a monté des projets de jardins partagés en pied d'immeuble. Et puis, de manière un peu plus emblématique, on travaille sur un PAT, qui est un plan alimentaire territorial beaucoup plus vaste et qui nous oblige aujourd'hui, qui nous invite en tout cas à penser différemment notre rapport à l'alimentation. Donc voilà, c'était un exemple assez symptomatique, moi je trouve, de ce qui peut naître d'un territoire en difficulté, d'une crise, de ce qui peut émerger de notre responsabilité à l'accompagner. Merci. D'autres questions? Voilà, donc on vient à fin. Donc je remercie tous les intervenantes pour cette séance si fructueuse et je vous remercie aussi de déduire les leçons de vos cas pratiques pour transmettre des messages pour d'autres cas. Pourquoi pas ne pas transposer les expériences, c'est pas copier-coller, mais apprendre de l'un à l'autre et développer des modèles qui sont adaptés aux différents contextes. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je vous remercie pour votre définition en pluriel. Vous avez puisé dans la psychologie, la mythologie, la sociologie et plusieurs domaines justement pour essayer d'expliquer cette résilience qui peut démarrer de l'introspection vers la transcendance. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Je vous prie justement de vous lever pour prendre une photo de famille, comme à l'accoutumée, à la fin de chaque rencontre. Et merci bien évidemment de les applaudir.